La tribune politique, nous abordons deux sujets qui ont très bien à des projets sociaux, on pourrait le dire, puisque nous parlons justement des marchés régionaux urbains qui seront construits pour les populations, pour ceux-là, pour les usagers de nos marchés. Et donc, nous en parlerons. C'est l'une des décisions issues du Conseil des ministres en date de ce 27 novembre 2019. Et donc, nous en parlerons et nous aurons également l'opportunité de revenir un peu sur cette décision du gouvernement de mettre à la disposition des populations de Romé environ un deuxième pont de franchissement. Ce sont là les deux sujets auxquels nous sommes appelés à opiner ce soir avec mes invités. Je voudrais vous présenter le premier, Ulrich Alavo. Il est entrepreneur. Bonsoir à vous. Bonsoir Romiad et bonsoir à toutes et à tous. À vos côtés, Théodule Moussa que je retrouve. Bonsoir. Oui, bonsoir Romiad, oui, bonsoir chers téléspectateurs. Puisque cela a trait à l'économie, il est avec nous, François-Xavier Noumon, chroniqueur. Bonsoir. Bonsoir, oui, bonsoir, chers amis téléspectateurs. Latif Ouboni, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à chacun, bonsoir à tous. Vous avez compris, le plateau est bien consistant ce soir et voilà. On est en train de parler depuis le 24 avril où l'appel d'offres pour la construction de 20 marchés modernes a été, donc cet appel d'offres a été lancé. Aujourd'hui, nous sommes, on pourrait le dire, nous sommes très proches de l'exécution ou de la concrétisation de cette ambition. Déjà demain, la signature des contrats en ce qui concerne ces 11 marchés, à savoir 5 marchés régionaux et 6 marchés urbains. Déjà, qu'est-ce que cela changerait fondamentalement, Latif Ouboni? Beaucoup de choses. Déjà, on va dire l'aspect de nos villes. Ensuite, ça change le cadre d'animation de notre économie. Et puis, au-delà de tout aussi, on va dire ça sécurise les acteurs de notre économie. Pourquoi est-ce que les aspects de nos villes et des régions ciblées vont changer? Parce que le plus souvent, nos villages sont plus, on va dire, beaux que nos marchés. Les villes aussi. C'est dit que vous allez dans un coin, vous verrez qu'effectivement, que tout le monde prend du soin à bâtir et à badigeonner son chez-soi. Mais le marché, lui, il est laissé dans un état où parfois ce sont des hangars d'une génération. Alors qu'on passe tout son temps, on pourrait le dire, parce que tout à fait. Le commerçant, quand il vient le matin, il est là jusqu'au soir, il rentre. Je pense que c'est aussi un peu collé à notre, peut-être, philosophie. Je ne fais pas de l'autoflagellation, parce que vous avez n'aime pas l'autoflagellation, mais c'est un peu lié à notre philosophie. C'est que le Béninois, par exemple, il est taximan, il a un véhicule personnel qui est bien en forme, mais voilà, le taxi, c'est de l'eau sec, quoi. Et c'est de la même chose qu'on applique à nos lieux, on va dire, à ces marchés-là, où c'est difficilement, bien évidemment, que c'est vrai que les gens font des efforts pour construire des baraques et autres, mais tout ça reste quand même à améliorer. Je pense que nous en sommes là aujourd'hui. Il y avait des efforts, pas mal de projets au niveau des communes, même au niveau étatique, la construction des hangars, mais là, je pense que nous passons à une autre étape, une étape où le marché sera un de ces lieux-là qui va quand même ajouter un peu plus au visage, on va dire à l'image de nos villes, surtout les villes de ces régions-là touchées. Ça, c'est un élément. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est un élément de sécurisation? Parce que faites juste un tour, prenez la moto, vous n'avez même pas à aller très loin, vous verrez que les marchés sont des nids d'insécurité extraordinaires où les véhicules et les marchands en fait se dribblent, se côtoient, parfois se violentent, et le plus souvent quand il y a violence entre véhicules et marchands, ce n'est pas le véhicule qui en sort endommagé. Donc je pense que nous passons effectivement à une sécurisation de nos acteurs, des acteurs clés de notre économie. Alors, on pourrait parler maintenant d'infrastructures marchandes avec fierté plutôt que de, voilà, on inaugure ici un module de hangar. Oui, avant toute question d'économie, c'est d'abord une question d'urbanisation et d'infrastructure. Je pense que ça participe du plan
ces infrastructures viennent compléter un peu les projets d'asphaltage, d'urbanisation de nos villes. Et ça vient aussi en réponse aux questions posées, laissées en suspens il y a quelques années suite au déguerpissement ici et là, qui a plutôt affecté tout ce qui avait comme marchand ambulant. Et la promesse qui avait été faite, c'est que des lieux de vente seraient aménagés pour que tous ces vendeurs à la sauvette puissent aller se caser dans un coin et pouvoir faire leurs affaires tranquillement et dans des conditions assez saines. Il faut dire aussi qu'il y avait une défaillance du côté des collectivités locales. Si vous prenez l'exemple de Cotonou, il y a plein de gens qui ont été déguerpis, il y a des espaces qui ont été aménagés, censés être aménagés par des mairies, qui se sont retrouvés être des ghettos. Il y en a pas loin de Cotonou, où effectivement les gens ne pouvaient pas s'installer, ou quand ils s'installaient, c'était des lieux impropres. Donc il est heureux que l'État prenne ses responsabilités et aménage véritablement ces espaces-là pour qu'ils puissent permettre aux marchands et aux commerçants de tout acabit de pouvoir faire écouler leurs produits et de mener leur activité tranquillement. Et ça permet aussi à l'État, ça permet aux collectivités locales d'avoir une traçabilité. Ça permet déjà de sortir une bonne partie de ces commerçants de l'informel, parce que bien évidemment, on pourra collecter des taxes, on pourra collecter des impôts, on pourra essayer de faire sortir une bonne partie de ce commerce-là de l'informel, ce qui permet à l'État d'augmenter ses prélèvements. Mais ce que je retiens, c'est avant toute chose, ce sont des infrastructures qui sont construites, et ça participe de l'urbanisation et de l'aménagement de nos espaces publics. On est en train de parler de deux types de marchés, les marchés régionaux et les marchés humains. Pour ce que je sais un peu de Ulrich, qui fait la navette, qui est entrepreneur et qui fait la navette entre Cotonou, Alada et environ. Parmi les 5 marchés régionaux, il y a Hwegbo, que vous connaissez bien. Il y a Hwegbo, il y a Azové, il y a Glazoué, Natitengu et Paou. Pour vous, l'opportunité de ces sites, de ces endroits. Moi, je suis entièrement d'accord avec François Xavier sur le fait que c'est d'abord un objet d'urbanisation et d'aménagement du territoire. Parce que, vous savez, un marché, on ne crée pas un marché n'importe où. Ouais, donc, il faut toute une étude. On peut donner des exemples de marchés qui ont été créés et que les gens n'ont jamais pu animer. Donc, de façon claire, moi, je pense que l'État fait quand même une option que de tout faire pour que désormais on puisse cibler des marchés, donc le marché de Hwegbo, qui sont à des endroits stratégiques. Je donne un exemple. Un marché s'anime très bien lorsque il y a quelques années, lorsque le train sifflait encore, lorsque le marché n'est pas trop loin de la gare du train, vous voyez, et que ce n'est pas également trop loin du goudron. Donc, il y a des marchés qui ont été déplacés parce que peut-être le train ne marche plus, qui n'ont pas pu être animés. Il y a également d'autres marchés qui sont restés toujours aux mêmes emplacements, mais comme le train ne passe plus, ça ne s'anime plus. Donc, il y a tout un... Moi, je pense qu'il faut réaménager et permettre désormais à ceux qui vont au niveau de ces marchés-là de vendre et d'avoir l'affluence qu'il faut pour que tout se passe bien. On peut également dire que la plupart du temps, construire des hangars dans un marché devient une réalisation politique que des gens qui sont dans certaines localités décident de faire pour pouvoir avoir une certaine popularité. Donc avec ça va totalement arrêter. Donc, le fait que un X vienne installer un hangar de 3 hangars, 4 hangars, ainsi de suite. On écrit son nom. Oui. Bon, voilà, on voit ça quand... La cérémonie, oui, bon, la cérémonie est médiatisée. Elle est plus chère que tout le monde est un l'ouvrage. Donc, là, ça vient sonner vraiment la fin de ces récréations-là, où tout le temps, les gens viennent. Bon, je dirais que également, construire des marchés modernes, c'est également sécurisé, pas forcément en termes de on vient voler ou tout ça, mais vous voyez, il y a le soleil, il y a la pluie
qui chasse tout le temps. Hein. Une dame qui vend par exemple des matières premières comme le maïs, tout ça. Dès que la pluie commence, elle est en souci. Donc, tout ça, moi je trouve plutôt que c'est une sécurisation des articles qui sont vendus au niveau de ces marchés-là. Parce que dès que la pluie tombe sur ces articles-là, c'est également un manque à gagner pour d'abord la dame, mais également pour l'État, pour la zone, pour la collectivité locale, pour parce que quand vous vendez, vous avez une aisance à payer les tasses. Vous payez facilement les tasses, mais lorsque vous allez au marché, que du matin jusqu'au soir, vous ne vendez rien. Lorsque, comment on les appelle, les ticketiers viennent avec leur petit sac, avec un ticket, les dames renforcent la mine, elles ne sont pas du tout d'accord pour payer. Donc voilà, donc il faut les accompagner. Mais je voudrais revenir un peu sur ces lieux choisis. On parle de Roigbo, on connaît bien Roigbo, on parle de Azové, Glazoué, ces zones-là n'ont pas été choisis au hasard, certainement. Oui, c'est vrai, ces lieux n'ont pas été choisis au hasard. D'abord, ces marchés régionaux, absolument, c'est pour désengorger un peu. C'est Dantokpa, Arzeke, les grands marchés, etc. Et puis, quand vous observez un peu sur l'échiquier national, les marchés qui sont là, vous verrez que dans le nord, par exemple, c'est-à-dire, il y a d'autres marchés secondaires. Quand vous allez de l'autre côté de la frontière, du côté de Cabor, c'est un très grand marché qui est là, c'est le marché frontalier. Quand vous venez ici, le marché de Rundro, quand même, à Abomey, c'est un grand marché très c'est d'ailleurs prévu, Rundro fait partie des marchés urbains qui sont sélectionnés. Et donc, c'est à dessein que ça a été choisi et c'est une très bonne option que le gouvernement a pris. Vous voyez, quand vous prenez Roigbo, par exemple, vous verrez que Roigbo, Azové et Kwaou, c'est des marchés qui sont fréquentés par des populations qui viennent d'un peu partout. Des gens qui quittent Porto Novo pour aller à Rundro, pour aller à Kwaou, faire le marché à Azové également, et qui retournent, etc., etc. Et donc, je crois que c'est une option qui doit donner une nouvelle visibilité, d'abord à ces localités-là, et permettre une sécurisation aussi, d'abord de ceux qui y vendent, les usagers de ce marché, et des produits. Et ça, c'est-à-dire l'urbanisation rentre dans sa phase active. Là aussi, les mairies pouvons engranger quelques recettes pour leur caisse. C'est indispensable, hein, parce que quand vous de l'autre côté de Porto Novo, comme à part le grand marché de Porto Novo, qui n'est plus véritablement grand marché, que les gens m'excusent, Wando a pris ravi la vedette à ces marchés de Porto Novo. Et d'ailleurs, Wando est prévu dans les marchés urbains. Dans les marchés, voilà. Et il y a ce marché de Porto Novo aussi qui, franchement, je ne sais pas si c'est toujours un marché, parce que vous traversez, en tout cas quand on va à Porto Novo, très souvent, ce n'est pas loin de Arongbo. Arongbo est prévu également dans... Oui, parce que c'est l'un des marchés, oui, voilà. Les premiers marchés, tout à fait. Fréquentés par vous vous souvenez, quand vous avez besoin de tisane, oui. Vous allez à Arongbo. Donc aujourd'hui, tous ces marchés, toutes ces places seront valorisées, et en tout cas avec de très belles architectures. Ça, c'est clair, digne du nom, parce que le chef de l'État a toujours voulu qu'on donne une place de choix à ces activités, c'est les classifier, les sérier, pour que ça ne soit pas, les gens ne s'installent plus comme cela se faisait volo, n'importe quelle marchandise se retrouve dans tel rayon, tout sera classifié. Je crois que c'est une très bonne option, et ça donnera beaucoup de chances. Latif Ouboni, vous connaissez bien Guéma, c'est sûr. Oui, je connais le marché Guéma. Je connais aussi le marché d'Azové. Hein. Il ne faut pas me ranger tout de suite. Non, c'est vrai que je maîtrise Guéma, bien évidemment, avec sa particularité un peu, disons... Le marché de Djougou, voilà, aussi est prévu. Plus peu que dans le lot. Oui, vous m'avez parlé d'abord de Guéma. Donc, sa particularité est un peu plus peu que les autres marchés de Parakou, à savoir Azeke, qui est déjà connu de tous. Et puis, on pourrait
on pourrait aussi, on va dire, citer d'autres marchés secondaires, à savoir le marché de Kobo-Kobo, entre-temps déplacé pour Banikan et Rosukwa, le marché de Zongo, le marché de Zongo. Donc, je pense que dans l'architecture, c'est tout naturellement peut-être le deuxième ou le troisième marché. En tout cas, de par les articles qui sont proposés, ça a une particularité qui fait de ce marché-là, on va dire, l'un des plus animés, en tout cas après Azeke. Ceci dit, si vous quittez Guéma, pour trouver une telle ambiance, il faut aller jusqu'à Touro. Donc, je pense que, bien évidemment, Théodule a raison quand il parle de cette intention du gouvernement, bien évidemment, de faire des marchés un peu, une certaine spécialisation. Si vous voulez qu'on parle de Djougou, oui, Djougou a besoin de quelque chose d'extraordinaire en termes d'infrastructures comme marché, surtout au niveau du marché, parce que c'est une ville où, c'est-à-dire, le marché tire la ville vers derrière, quoi. Du coup, c'est pas la deuxième ou la troisième population en termes de communes, hein, c'est pas, si je ne me trompe pas, au niveau des chiffres, la troisième, après Cotonou, Calavi, la troisième peut-être. Et donc, il faut quelque chose de formel qui puisse, on va dire, augmenter un peu plus d'éclat à la ville. Donc, je pense que le marché a toujours été, on va dire, annoncé, sa construction en tout cas, toujours annoncé depuis plusieurs années. On ne va pas revenir sur on va dire, les régimes, mais connaissant... Sur les promesses électorales, vous voulez dire? Les promesses, parfois même au-delà des promesses, et en laissant croire aux dames et aux populations que ça devait commencer, parfois avec des signes de début, et puis bon, les réalités étant ce qu'elles sont. Bon, enfin, j'ai pas vu de pierre. Bon, mais en tout cas, ceci dit, connaissant certainement des premières, connaissant ce régime, ce dont on entendra parler, c'est d'abord, on va dire, cette formalisation, cette promesse du début prochain, cette promesse du début qu'on a eue en Conseil des ministres. Après ça, vous verrez peut-être une petite cérémonie pour la signature, notamment des accords d'attribution aux signature, non, je vous le dis, voilà. La signature, c'est déjà demain. C'est déjà demain. Demain matin, ça, la signature avec un peu de chance ou avec beaucoup de chance, vous verrez peut-être les caméras. Pour le reste, c'est les infrastructures que vous verrez soit à une phase avancée ou même peut-être à la fin. Et parfois, ça va très très vite. Et François-Xavier Noumon, on parle d'infrastructures marchandes, modernes, mais il faut des moyens. C'est une enveloppe de près de 51 milliards de francs CFA. Oui, je pense que ces marchés sont avant tout stratégiques, donc les moyens, il faut les trouver. Quand vous prenez Azeke, ces marchés ont de commun, les marchés régionaux ont ceci de commun que, quand vous prenez Azeke ou Wegbo, ce sont des greniers. Quand vous prenez Azové, par exemple, c'est le maïs, c'est le haricot, c'est les tubercules, ainsi de suite. Ce sont des marchés qui régulent en fait la vie d'une bonne partie du territoire national. Vous savez, il y a une spécialisation, ça paramètre déjà les échanges, non seulement à l'intérieur du Bénin, mais avec les pays voisins. Vous savez, il y a des Nigérians qui quittent, qui vont à Wegbo directement ou vont à Azové directement parce qu'ils cherchent un produit bien précis. Donc ces marchés sont déjà spécialisés de toute façon. Donc il s'agit aujourd'hui de sécuriser un peu le flux entrant et sortant et diminuer, parce qu'il y avait déjà eu un projet de construction d'espaces de stockage financé par la BOAD. Il s'agit un peu de sécuriser un peu toutes ces productions pour réduire un tant soit peu le taux de perte. Donc la voie est en train d'être construite. Je pense qu'il y a de grandes infrastructures qui sont construites je pense à la voie Djakotomé, si j'ai bonne mémoire, Djakotomé à Sauvet. Je pense qu'il y a de grandes infrastructures qui ont été inaugurées et qui ont été lancées il y a peu. Donc cela participe d'un plan global pour permettre à cette région-là de vraiment se développer autour de ce marché qui est déjà vital pour tout cet espace. Wegbo, c'est pareil. Paou aussi, c'est pareil. Paou pour toute la région allant jusqu'à Ouida et même venant de Cotonou. Paou, oui, Calavi, Paou régule. Paou fournit énormément de choses. C'est un marché carrefour. Ça, c'est ce que vous voulez souligner aussi. C'est un marché carrefour. Ces marchés-là ont celui de commun que ce sont des carrefours qui régulent un peu les échanges entre diverses régions. Et ça règle aussi un problème d'urbanisme, parce que quand vous allez à Paou, vous avez une voie
qui passe au beau milieu du marché. On n'est jamais à l'abri d'un camion fou qui écrase un peu tout le monde. Donc ça bouscule beaucoup de choses et ça permet aussi non pas de ramener tout ce flou, d'aller les camper. Ce ne sont pas des campements qui sont à construire, mais c'est une urbanisation, une certaine urbanisation qui est en marche. Quand vous allez à Porte-Nouveau aussi, je ne sais pas si c'est du même marché que vous parlez, la voie aussi, mais le marché traverse le marché. Tout à fait, c'est ça. Donc voilà, je pense que déjà il faut un espace dédié pour ces marchés pour que les gens sentent réellement, ça va de la libre circulation des biens et des personnes et ça participe aussi de la stratégie qui vise à donner un vrai emplacement à ces marchés identifiables et qui permettent aux opérateurs étrangers également de se sentir en sécurité quand ils viennent faire leur commerce. Quand tu vas dans un marché, tu dois être en fait tu dois assurer ta propre sécurité parce que un kidam pourrait te ramasser par derrière avec sa moto. C'était le cas de Arangbo. Oui, parce que quand vous regardez de près ces marchés, vous allez constater que c'est des marchés qui sont traversés par de très grandes voies. Hein, et puis c'est pas du tout sécurisant pour d'abord les femmes, les usagers et tous ceux qui y viennent. C'est un peu le cas. Ce qui est sûr avec ce projet de construction de ces marchés, on arrivera à les déplacer carrément des abords de ces grandes voies et leur trouver un espace, certainement. Et je crois que c'est dans cette optique que Monsieur Jéhu dit en temps, que le gouvernement avait demandé au conseil communal un point sur les réserves administratives qui sont disponibles. Certainement, c'est dans ce projet, dans le projet de construire également des commissariats. Donc, puisque nous sommes dans le cas du marché, c'est un peu ça, parce que quand vous prenez le marché de Wando à Dantopa, à Porto-Nouveau, juste dans les rayons de 50 mètres, vous avez des habitations, des maisons, des gens qui sont lotis, qui ont construit en matériaux définitifs, qui sont là depuis des années et qui même transforment ces maisons-là en des magasins, puisque le marché est là. C'est du business et puis rien. Oui. Alors donc il va falloir tout ça. Je suis sûr que c'est prévu dans le plan qui sera exécuté. Il y en a de même pour Azové, une très grande voie qui passe et qui va d'abord à Lomé, dans le Togo, à Abomey, etc. Vous en avez à Pao ici, c'est pratiquement la même chose. Donc certainement, c'est-à-dire il y a un plan de sécurisation, c'est-à-dire c'est dans l'optique aussi de sécuriser tous ces usagers pour que vraiment on n'assiste pas des... Il y a, bon, je ne sais pas si ça a changé, Kokokogi est pris en compte, Kokogi où se trouvait, je ne sais plus, où se trouvait la présidente des femmes des marchés du Bénin. Bon, pour moi, le marché, comme c'est un lieu de rencontre de l'offre et de la demande, c'est important vraiment d'identifier le marché, surtout les marchés régionaux, comme des pôles de développement. Oui, qui font rencontrer au fait. Je donne par exemple l'exemple d'Azové. Quand vous prenez Azové, le marché d'Azové, c'est un marché qui est situé, disons, entre 3 départements. Vous voyez, donc il y a le Zou, il y a le Koufo, et peut-être une petite partie du Mono. Vous voyez. Mais quand vous rentrez dans le Koufo, donc les villes comme Toviklen, Lalo, et Koulekamé, Aplakwe également, tout ça, c'est vraiment Azové qui offre au fait ce carrefour-là où il y a une voie qui passe et toutes les autres villes sont autour d'Azové. Donc tout le temps, vous remarquez que quand les gens font des productions de matières premières, leur objectif c'est de venir vers Azové pour pouvoir les écouler. Donc c'est en même temps l'exemple de Glazoué. Glazoué, c'est un marché qui s'anime chaque 7 jours, chaque mercredi. Vous voyez, c'est chaque mercredi. Mais quand vous allez à Glazoué, déjà le lundi, vous sentez déjà la fête. Ça se prépare. Oui, ça se prépare. Le lundi, le mardi, c'est la totale. Le mardi, c'est comme si le marché a démarré. Le mardi, dans la soirée, c'est que le marché de Glazoué s'anime déjà. Et même le jeudi, donc le lendemain, après le mercredi, dans la matinée,
il y a encore des transactions qui se font. Donc, on finalise les transactions et puis on se prépare pour... Donc, on sent réellement que Glazoue est également au milieu d'un des greniers du Bénin. Donc, parce que quand vous prenez Ouédémé, vous allez dans tout ce qui est Banté, tout ça. Les gens quittent tous ces villages-là, les villages alentours, Savalou, tout ça, pour venir au niveau du marché de Glazoue afin vraiment d'échanger leurs produits, d'échanger. Donc, pour moi, c'est important que même dans le choix peut-être des réserves qu'il y a dans ces localités-là, qu'on tienne vraiment compte de 2 paramètres. Peut-être si un jour le train passera encore, il ne faut pas que... finalement. Oui, j'y tiens. Le projet de la Renaissance. Oui, parce qu'après c'est devenu Bénin Rail, je vois ça. C'est pas moi, en tout cas. Mais je pense qu'il ne faut pas être trop loin de la gare du train. Je pense qu'il ne faut pas être trop loin. Et secondo, je pense qu'il ne faut pas être également trop loin du goudron, quoi. Parce que pour moi, c'est les 2 conditions-là qui font qu'un marché s'anime. Quand on prend le marché d'Alada, dès que la gare ne fonctionne plus, le marché s'anime moins. Ouais, parce que le marché n'est pas vraiment au bord du goudron. Et aujourd'hui, quand vous regardez la progression du marché d'Alada, c'est un marché qui tend à venir vers le goudron. Ouais, ça tend à venir vers le goudron. Donc, les gens ont tendance à vouloir être proches du goudron ou de la gare parce qu'ils estiment que lorsqu'ils achètent, il faut quand même oui, des infrastructures. De toute façon, ces marchés, excuse-moi de t'enlever la parole, de toute façon, ces marchés, en tout cas dans la nouvelle dynamique, je pense que il ne peut pas y avoir de marché sans infrastructure de desserte. Je pense que c'est une condition sine qua non et fondamentale. Donc, et je pense encore, c'est pourquoi je me dis, ces marchés, c'était bien réfléchi d'avoir mis en branle le projet asphaltage avant d'arriver à construire des marchés, parce que ça va de soi. C'est tout à fait naturel. Quand vous n'avez pas de voie de desserte, vous n'avez même pas envie d'aller vous casser la tête pour aller, sauf si vous y êtes obligé. Vous y allez simplement parce que vous avez envie vous êtes obligé d'aller faire des emplettes. Maintenant, avec des voies de desserte, et il y a aussi un paramètre dans tous ces marchés. Vous verrez souvent que la gare des taxis est pratiquement confondue au goudron et puis à ces marchés. Et donc ça parfois ça crée des risques inutiles. Tout se mélange. Donc il y a même si ce folklore là est intéressant, vous voyez, ce sont des lieux de vie, des lieux d'échange, il y a beaucoup de choses qui s'y passent, qui se font, mais je pense quand même que c'est un tout qui est en train d'être revisité pour permettre. J'adore être dans un marché. Parce que franchement, ce que vous découvrez des femmes qui viennent avec leurs produits, vous déposez, franchement, elles achètent en même temps de quoi elles ont besoin. Il y a le vrai rythme en réalité d'une nation, le marché. C'est peut-être comme ça qu'on peut résumer ça. C'est très philosophique ce que vous voulez dire. Bon, je pense que je pense que ce que vous dites est vrai, mais à la fois il faut quand même qu'on aborde les choses avec les réalités d'aujourd'hui. Quand ces marchés-là, ces différents marchés se créaient, on n'était pas à 10 millions de Béninois. Et puis, il n'y avait pas ces pistes de dessert. Et donc, effectivement, les marchés avaient été montés avec une philosophie d'agresser en réalité les passants. De les forcer aussi à ralentir, à jeter un coup d'œil, quitte peut-être à arracher leur escale définitive. Aujourd'hui, on n'est plus à cette étape, on est à l'étape en réalité de la recherche même de l'espace. Aujourd'hui, les querelles à la fois entre marchands concernant l'espace, il est réel. Ici ou ailleurs, c'est-à-dire, c'est une querelle, réelle. Et c'est même un problème sérieux pour parfois les responsables. Donc, je pense que ça ne peut plus poser le problème aujourd'hui de s'écarter légèrement on va dire, des gares. Parakou a fait un exemple peut-être qu'il faut citer aujourd'hui. Quand Charles Tokor sonnait la mort de l'autogare historique de Parakou, on s'était dit, bon, est-ce que l'alternative va marcher? Mais bon, il a envoyé l'autogare à, disons, peut-être
si je n'exagère pas, 3 km ou 4 km environ vers Alibaïka. Et donc, ça marche. Azeken n'en a pas été secoué outre mesure. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est plus nombreux. Les mentalités aussi changent. Et les types de commerce changent. Avant, c'était petit étalage, un sac de maïs à, on va dire, mettre en vente. Mais aujourd'hui, c'est un magasin. Et même le passant ne cherche plus trop à être frotté comme avant. Parce que les conséquences, allez faire essai, votre portable peut disparaître de ce frottement-là. Et donc, aujourd'hui, on a plus, votre monnaie, on a plus aujourd'hui besoin de l'espace et c'est un impératif, effectivement, de tenir compte de cela. L'autre chose, c'est aussi que peut-être qu'il y aura un peu de flottement, mais la psychologie qui a guidé la mise en place de tous ces marchés dont nous parlons, de l'ambiance extraordinaire aujourd'hui, cette philosophie-là et cette psychologie, il faut la revisiter, peut-être retravailler, parce que on a quelqu'un qui, au-delà du réel, peut parler d'autre chose. Bon, nous avons dit que les marchés, c'est au-delà de l'infrastructure aussi chez nous. Oui, donc, il y a tous ces éléments-là à ne pas négliger, à, on va dire, aller revisiter pour que après ces infrastructures, la philosophie du gouvernement qui est de sécuriser les animateurs de l'économie, de sécuriser les usagers de marché, que cette philosophie-là, que cette vision-là soit une parfaite, on va dire. N'y a-t-il pas une certaine chronologie dans les faits quand on constate d'abord le projet asphaltage, on constate, on parle des marchés aujourd'hui, mais bien avant, on a toujours constater la volonté des gouvernants actuels à ce que nous puissions aller à l'autosuffisance alimentaire, l'agriculture, des réformes qui s'opèrent, parce que justement ces réformes pourront permettre à nos agriculteurs, à nos producteurs de trouver des marchés, des infrastructures marchandes modernes dans lesquels ou sur lesquels il faut faire écouler leurs produits. Oui, d'abord, ça va ces réformes opérées, qui sont en train d'être opérées dans le domaine de l'agriculture, amènera nos agriculteurs c'est-à-dire à produire l'autosuffisance alimentaire. On doit en arriver là, parce que quand ces réformes interviennent et que ça produit beaucoup du maïs, tout ce qui est produit vivrier de première nécessité, quand il y en a en quantité et que vous avez de l'emplacement, un très bon marché, c'est-à-dire des infrastructures adéquates, comme votre emplacement au marché, votre magasin, votre étalage, votre place, là où vous devez exposer ces produits, et que avant ça, vous avez des voies de dessert, en tout cas des pistes, des voies pavées, même des goudrons, des voies goudronnées pour venir jusqu'à ces marchés qui seront construits inévitablement, et sans chose, il y aura forcément quelque chose qui doit changer d'abord dans l'approche, dans la cagnotte de ces producteurs, et même dans la commune et au niveau national, parce que c'est un travail qui est fait à la base. Et là, c'est là que revient le poids de la décentralisation. Quand on parle de décentralisation, c'est là aussi, parce qu'il y a des marchés urbains, des marchés régionaux, puisque tout ça seront construits dans des arrondissements, dans des communes, dans des villes et dans des départements. Le délégué aussi pourra trouver son compte. Son compte, absolument. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier peut-être deux choses. Le fait qu'il faut vraiment associer un certain nombre de personnalités qui se trouvent dans nos villes, au niveau de ces marchés-là. Il faut les associer à ces idées. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de marchés au Bénin dans lesquels vous trouvez des représentations en griffe. Je vais parler peut-être des fétiches, parce que on décide le jour, on crée le marché. Les marchés ont un souffle. Oui, ils ont une vie. Ils respirent. Ouais. On les vend par ailleurs. Oui, je suis d'accord. Bon, voilà. On vend un marché. Il y a peut-être que c'est de l'ordre peut-être de ce qu'on pourrait appeler mythe ou je sais pas. Oui. Mais il y a deux villages très proches. L'histoire de chez moi conclut qu'il y avait un très grand marché
bien animé, qui prenait une envergure un peu, on va dire même internationale. C'est pas trop loin du Togo. Et donc, les vieux ont vu l'attachement des jeunes face à cette infrastructure. Or, les vieux voulaient des jeunes au champ, pas au marché. Ils ont vendu le marché à un village proche. Et donc, depuis, le village proche a un marché, on va dire, qui draine. Pas d'avoir un marché qui draine aujourd'hui, et l'histoire nous est contée. En tout cas. Et vous avez le contexte de l'histoire. Oui, vraiment prendre ça. De l'autre côté aussi, quand vous prenez le marché d'Adiara. Bon, on parle le marché d'Adiara, c'est un marché mythique parce que pour faire des cérémonies, des jumeaux et tout, c'est ce marché. On tient compte de ce marché, le marché d'Adiara qui apporte nouveau. C'est ça qu'on appelle le marché Rondjuro. Et le marché Pétou. Donc, ces marchés ont un nom affilié vraiment à l'histoire de ces coins-là. Ce que vous voulez ajouter, c'est très important. Ce dont on est au moins sûr, c'est que les pelleteuses ne vont pas manquer du Vous parliez de, on va dire, c'est-à-dire de l'enchaînement intelligent des actions. Un exemple type, c'est que vous avez une région qu'on appelle région cotonnière, Banikwara, et puis à côté Sinandé, Ouassa et tout ça. Ce n'est pas que cotonnier, on va dire, ce monde-là, cette zone-là n'est pas que cotonnière. C'est aussi une région vraiment vivrière. Et donc, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue difficilement issue Natitengu, très difficilement issue Djougou, mais de façon calamiteuse issue Bembereke. Aujourd'hui, le gouvernement, qu'il vous souvienne, la voie Djougou, ça a été, on va dire, lancé, ça devait démarrer dans la pratique très bientôt, si ce n'est déjà pas le cas. Et bien, quand la route sera là, forcément, il y aura, on va dire, une traînée, on va dire, un écoulement facile de tous ces produits vivriers là vers Djougou, qui est aussi un marché carrefour, on va dire, entre deux pays voisins, le Burkina facilement accessible et puis le Togo largement ouvert à cette ville-là. Donc il faut bien évidemment un marché. C'est vrai, vous avez raison, il y a un enchaînement intelligent, il y a une programmation, on va dire, de l'ordre de l'ordinateur. Très bien. Juste pour souligner un point, on parlait d'autosuffisance alimentaire, mais je pense que l'autosuffisance alimentaire, c'est tout un autre combat, même si ça a un rapport avec. Et je pense que le gouvernement a pris le bon bout en commençant le processus de construction des lieux de stockage, parce que le marché construit des marchés ne règle pas le problème du stockage des produits. Et donc je pense que ce programme, on parle des marchés, les infrastructures, c'est heureux que ce projet soit mis en branle, mais je pense que le pan le plus stratégique auquel le gouvernement s'est attaqué, c'est la conservation des produits. Parce que parfois, quand vous prenez Azové et Glazoué, les taux de perte parfois atteignent plus de 50%. Donc imaginez juste qu'on puisse régler ce problème de conservation des produits vivriers. On parle d'autosuffisance alimentaire, on aura fait un grand bond sur ce chemin-là en termes d'autosuffisance alimentaire et ça veut dire en termes de disponibilité des produits sur le marché en toute saison et aussi d'amélioration des conditions de vie des paysans, parce que plus vous avez des produits en stock que vous pouvez vendre à n'importe quel moment, ça veut dire que vous avez plus de revenus. Donc c'est tout, en fait, de toute façon, c'est un tout qui est cela doit aller de pair avec vraiment beaucoup de formation, parce que stocker une matière première agricole, il y a toute une procédure. Je pense que l'autre signe qui indique qu'il y a une programmation, c'est quand même la répartition de notre agriculture par pôle. Si vous voyez, si vous fouillez bien, ces pôles-là aussi correspondent peu ou prou à ces régions-là identifiées. Bien évidemment, il y a de l'intelligence dans tout ça. Oui, très bien. Heureusement, vous avez fini. Voilà, en une prise, on va parler du pont de franchissement, du deuxième pont de franchissement à Womé. Moi, j'étais très heureux parce que pour un centre d'intérêt qui n'était pas loin, je devrais passer par là et je payais 100 francs à l'époque. Je payais 100 francs parce qu'il y avait un collectif de conducteurs de taxi-moto qui aménageait à leur manière la zone pour aller à Kokotomé, et donc
le premier pont où C'était du rançonnement collaboratif. Bon, on ne pourrait pas le dire comme ça puisqu'il dépensait quand même de l'argent. Oui, c'est vrai que ça a provoqué par la suite... on ne pouvait pas savoir à quoi c'est voué. Moi, j'ai suivi, pour ne pas dire j'ai peut-être collaboré, mais involontairement. Voilà, donc aujourd'hui, après l'érection de ce premier pont de franchissement, au grand bonheur donc des populations de Womé environ, aujourd'hui, le gouvernement décide d'un deuxième pont de franchissement. Oui, moi je trouve que c'est vraiment une bonne nouvelle. Surtout à ceux qui quittent Calavi et qui veulent peut-être directement aller vers Ouida ou continuer sur Lomé ou le Koufo, le Mondo, tout ça. Ça permet vraiment de gagner du temps et de ne pas forcément venir passer par Redonou, parce que quand vous voyez le pont de Redonou, c'est un pont compliqué des fois parce que il y a des heures de pointe où tout le monde se rassemble là et il n'y a pas d'autre voie de dessert, quoi. Quand vous voulez quitter Calavi pour aller à Cotonou, il faut forcément passer par là. Donc, pour moi, c'est désormais, même quand il y a des fois où vous êtes pressé, que vous vous rendez compte que voilà que Redonou vous bloque, vous avez la possibilité rapidement de passer par ce pont de Rome là, et puis directement vous tombez sur une voie, une autoroute qui vous amène directement sur Cotonou. Donc, vous passez par Cocotomé et exactement. Donc, moi, je trouve que ça va être très intéressant que cela puisse être réalisé le plus tôt pour toujours soulager les populations. Mais on peut toujours réfléchir et demander à ce que dans les réflexions, peut-être, moi, je suis toujours dans l'admiratif quand le gouvernement annonce quelque chose, parce que j'ai l'impression qu'ils prennent toujours leur temps, qui font des études, qu'ils arrivent à discuter avec toutes les parties prenantes avant de sortir, oui, avant d'annoncer. Donc, je pense que de façon claire, que tout ce qu'il y a comme étude a été effectué avant qu'on ait cet effet d'annonce. Maintenant, je pense que ce serait intéressant qu'on puisse voir où placer le pont, hein, afin peut-être de nous permettre de gagner plus de temps, ou carrément qu'on puisse peut-être permettre également à ceux qui sont peut-être beaucoup plus au fond, je parle de ceux qui sont bien après, mariés à Greta, parce que quand on parle de Calavi déjà, même après au Romain, les gens se sont installés, les gens qui sont à Révier, tout ça, pour voir un peu comment est-ce que il faut pouvoir ériger le second pont pour toujours faciliter le passage à la population. Oui, un deuxième pont d'affranchissement de l'autre côté de Womé. Je crois que c'est en tout cas tous ceux qui habitent la zone, qui ont l'habitude de fréquenter la zone, qui seront vraiment contents, parce qu'il le faut. Quand vous les soirs ou tôt, les matins, vous voyez la marée humaine qui quitte ces zones. Vous demandez, et puis c'est seulement et uniquement le goudron ou le premier pont qui a été construit là maintenant. C'est-à-dire, on se pose la question de savoir quand est-ce que ça sera désengorgé. Mais comme l'a dit, Calavi est vaste, et puis très vaste. Quand on dit Calavi, Cité d'Ottois, on a parlé de Maria Greta, et après Maria Greta, il y a encore des populations qui sont installées là-bas. On se demande, je ne dirais pas, j'ai eu la chance ou la malchance de travail, de choisir à Bobé Calavi comme site de recherche scientifique, s'il vous plaît. Abomey Calavi, c'est juste là. Panrou. Abomey Calavi, c'est Révier. Abomey Calavi, c'est gros. Donc, c'est bien vaste. C'est bien vaste. Bon, pas un centre d'intérêt. Bon, il faut que tout ce monde se déplace vers Cotonou, où tout se déroule, où il y a l'administration. Donc, c'est ça. Déjà, au niveau du pont de Redonou, quand vous voyez l'embouteillage qu'il y a là, jusqu'au niveau de Ménotin, c'est pas possible. Et donc tout ça doit amener, doit desservir, c'est-à-dire permettre la fluidité de la circulation, permettre aux fonctionnaires, aux populations de vaquer aisément et très rapidement à leurs occupations, et ça participe au développement harmonieux du pays. Très bien, Latifou. Non, je pense que là on ne parle pas de seulement des habitants de Calavi ni des habitants de Womé, bien que je
peut aujourd'hui bien parler de la chose plus que François Xavier parce qu'il est loin de là. En réalité, quand on vit à Calavi ou dans ces environs-là, on peut concevoir, on peut regarder Cotonou en image comme une très belle femme, si vous voulez, un cheval. Il est bien philosophe ce soir. Très belle femme, donc potelée, mais aux hanches, on va dire diminuer, quoi. Ah oui. Bon, c'est bon. De toute façon, On parlait de On a parlé de femmes, aujourd'hui, donner à cette femme-là une hanche qui puisse permettre aux gens de chevaucher, si vous voulez, c'est quelque chose de formidable. Mais une fois encore, n'amenons pas le débat à Calavi, quoi, parce que il y a ces voyageurs que Rich a cités. Lomé sur Lomé. En fait, il s'agit de pénétration de Cotonou, facilité à sortir de Cotonou aussi. Pénétration. De toute façon, ça participe d'une, je pense, pour ce que j'en savais, le projet de dialysation du pont était déjà dans les cartons. Ça procède de la même stratégie que le pont de Révier. Le pont de Révier, il y a une dualisation, une seconde partie qui doit être faite. Je ne sais pas si ça a commencé, mais déjà dès la prise de fonction du président de la République, les quelques mois où Romain dirigeait le ministère des Infrastructures, ça avait déjà été dit. Le pont le flux, techniquement, on ne pouvait raisonnablement pas concevoir que ce pont desserve tout ce flux qui passe. Et encore une fois, on est dans un plan global parce que quand vous venez de Calavi, pour aller vers ce pont, il vous faudra passer par Togoudo et prendre tout droit. Si vous faites attention, c'est que toute cette partie, cette pénétrante-là est appelée à être redimensionnée, à être refaite. Et si vous allez vers le rond-point qui est en train d'être aménagé et qui amène vers le côté droit, vers Alegreta, là-bas, c'est en train d'être aménagé. Donc c'est tout un projet parce que la voie de Togoudo qui amène vers le pont sera aussi dualisé. Il y a un plan, les autorités ont demandé que le plan d'assainissement originel soit appliqué, donc il y aura certainement de la casse. Je pense que tout le monde est déjà averti parce que il faut reconnaître encore une fois que cette voie a été rétrécie de façon scandaleuse. Donc il y a tout un réaménagement qui sera fait. Donc on est dans un plan d'ensemble global. Mais de toute façon, ce qui désengorgera toute cette partie de la ville est déjà connu, c'est le contournement de la ville de Cotonou, qui est un projet d'une envergure autrement plus importante. On est encore à la phase des études. Il y a, je pense que les études devraient engloutir autour de 7 milliards. Je pense qu'il y a une entreprise française, Aegis, qui a gagné ce marché depuis 2 ans. C'est un projet colossal et c'est ce projet qui permettra de désengorger toute cette partie-là. En attendant, la dualisation du pont s'impose simplement pour aider à désengorger tout ce beau monde, simplement parce que Calavi est devenue ce qu'elle est devenue, une cité dortoir dont la population s'accroît de jour en jour. Ça permet de la diriger vers l'autre pénétrante de la voie de inter-État de Ouida, et donc qui permettra de rééquilibrer. Et il y a aussi la sortie de Fidrosset, le pavé de Fidrosset, parce que même si vous désengorgez au niveau de Ouédonou, de toute façon, les deux voies se rattrapent au niveau de l'échangeur. Mais l'autre projet, c'est de permettre Codomé Magasin. Et ça aussi parce que les gens rejoignent passent par sur la voie de Togbin, la route des places. Donc je pense que c'est un vrai projet d'urbanisation qui est en branle avec des et qui permettra. Voilà. Vous avez parlé quand même important qu'un plan d'aménagement soit global. Parce que lorsque vous réglez un problème à un niveau donné, si vous ne savez pas circonstanciellement, ça pourra quelques jours après, vous créez encore des bouchons ailleurs. Donc, il faut pouvoir réfléchir de façon globale. Vous avez parlé de contournement, non? Hier, Romain, à l'Assemblée nationale, a bien évidemment précisé que ce n'est pas oublié. Vous avez parlé de grandes études, bien évidemment. C'est pratiquement bouclé cette année. Il y a pour l'année à venir, et le budget le prévoit, le projet de loi en cours d'étude le prévoit, il y a des études de précision d'un certain nombre de choses. Ces études-là vont couvrir pratiquement, on va dire, l'année à venir, et juste après,
on aura à voir peut-être le début des travaux. Oui, ça tient à cœur oui, et juste une seconde, parce qu'il y a l'autre point d'engorgement, c'est le carrefour de Védocor. Il ne faut pas oublier également que tout à fait. Le projet était, les gens n'y croyaient pas vraiment. Il y a un groupe japonais, ce sont les Japonais qui ont gagné ce marché, qui sont en train de faire les études conséquentes. J'ai déjà eu une ou deux fois à croiser des techniciens sur le terrain en train. Je pense que ce goulot d'étranglement, une fois sauté aussi, permettra d'avoir de fluidifier tout le trafic. Voilà. En tout cas, vous êtes spécialiste des routes et de Calavi. Je découvre. François Xavier, il connaît bien Calavi. Voilà. Un centre d'intérêt. Allez-y voir. Allez-y. Certainement, il y a des centres d'intérêt aussi. Merci, chers amis. Merci pour ces échanges bien nourris. En tout cas, ce sont de très bonnes nouvelles pour nos populations. Quand vous savez que vous avez des infrastructures modernes, que ce soit des infrastructures routières ou marchandes, c'est bien heureux pour votre poche, pour la bonne santé financière de votre famille.